Bonjour mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision éducative au Sénégal en Afrique. Bienvenue sur le premier numéro de votre émission Le Grand Plateau qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir deux honorables invités, le professeur Mame Cheikh Ngom à ma droite, enseignant-chercheur et maître assistant assimilé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de géographie. Bonjour professeur. Bonjour. Et à ma gauche, nous recevons un étudiant en deuxième année en master de gestion intégrée et développement durable du littoral ouest africain, M. Vieux Malang Diatta. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ndiaye. Depuis son élaboration, le développement durable reste un concept d'actualité. Il occupe une place décisive dans les politiques de développement actuelles des États, et notamment le Sénégal. Ainsi, nous allons en parler sous le thème de la mise en œuvre du processus de développement durable au Sénégal. Monsieur Malang, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les contextes de mise en œuvre du développement durable? Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là pour parler avec vous ce thème qui nous intéresse nous tous, qui est le développement durable. Et avant de me lancer sur le sujet, il faut d'abord savoir c'est quoi le développement durable. Donc, pour pouvoir faire comprendre à ceux-là qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Quelle est l'origine de ce mot, développement durable? Donc, développement durable, c'est un mot qui est utilisé pour la première fois en 1987. Mais il y a une histoire avant 1987. Ça veut dire en 1970, lors des bouleversements climatiques qui ont impacté les écosystèmes, cela a créé une tension au niveau international. Et cette tension a abouti au sommet de Stockholm en 1972. Et ce sommet a opposé deux pays, les pays du Nord, sensibles à l'environnement, et les pays du Sud, sensibles au développement. Donc, c'est deux pays qui ont des idéologies différentes. Évidemment, ce sommet a eu un échec. Et cet échec a abouti automatiquement à la création du programme des Nations Unies sur l'environnement, en 1972, basé en Nairobi, au Kenya. Et c'est au Kenya, en 1982, a eu lieu le sommet mondial sur l'environnement. Ce sommet également a eu un échec. Ensuite, en 1983, au sein de l'ONU, où a été créée la Commission internationale sur l'environnement et le développement. C'est cette commission qui a produit un rapport du nom de sa présidente, Brundtland. Et c'est au sein de ce rapport qu'est née pour la première fois la notion du développement durable. Et cette commission a défini la notion de développement durable ainsi. Il dit un développement durable est un développement qui prend en compte les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Mais cette notion a pris de l'ampleur en 1992 lors du sommet de Rio, la conférence de Rio au Brésil. C'est en ce moment-là où cette notion a pris de l'ampleur. Et d'ailleurs même cette conférence a vu la naissance de deux conventions, la Convention sur le changement climatique et la Convention sur la biodiversité. C'est comme ça que la notion de développement durable est née. Alors, il faut comprendre également, le développement durable repose sur trois piliers. Le social, l'environnement et l'économie. Le social, c'est quoi? C'est la satisfaction des besoins en santé, en éducation, en habitat, en emploi des populations. Sur le volet environnement, c'est la préservation de la biodiversité des différentes espèces, des ressources naturelles et énergétiques. Sur le plan économique, nous avons la création des richesses. Il faut favoriser également l'innovation et la recherche, mais également l'amélioration des conditions de vie. Ces trois piliers qui constituent le développement durable, il suffit qu'on enlève un de ces trois piliers, le développement ne peut en aucun cas être durable. Donc le développement durable est une chaîne qui tourne. Aucune pièce ne doit pas être enlevée. Alors, et encore, vu aujourd'hui que ce développement durable nous concerne nous tous, depuis septembre 2000, que l'Organisation des Nations Unies a adopté une politique qu'on appelle Objectif du millénaire pour le développement, qui a mis en place 8 objectifs.
Et ces 8 objectifs, c'était pour une période de 2000 à 2015. Alors on a dépassé déjà 2015. Nous maintenant, nous ne parlons plus d'objectifs du millénaire pour le développement, mais nous sommes sur la période des objectifs du développement durable, qui sont au nombre de 17. Et non seulement il y a 17 objectifs de développement durable, mais derrière ces 17, il y a 169 sous-objectifs. Et il y a 236 indicateurs qui constituent le cœur de l'agenda 2030. Donc le Sénégal fait partie parmi les premiers pays africains qui se donnent à réaliser ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on parle du piment. Donc le Sénégal est en train de faire des efforts. Donc sur le plan de l'enseignement, de l'éducation, comme je vous ai dit, l'éducation fait partie d'un pilier, c'est-à-dire le pilier social. Donc on voit aujourd'hui la naissance des différentes universités partout dans le pays pour pouvoir mener une politique d'équité. Parce que le développement durable, c'est d'abord l'équité. Donc s'il y a l'équité, on peut imaginer et penser à un développement durable. Mais également sur le volet de l'eau, on voit également la mise en place des forages partout dans le pays. Mais on ne peut pas dire que ces objectifs sont atteints à 100%. Non. Parce que nous sommes aussi un pays en voie de développement. Donc nous avons rencontré des difficultés. Et je pense qu'au fur et à mesure du débat, nous allons revenir sur ces difficultés-là, mais également la place que les acteurs occupent pour ce développement durable. Voilà, M. Manan, vous nous avez un peu résumé le contexte du développement durable et ses piliers, sur quoi repose le développement durable, qu'est-ce que c'est que le développement durable. Mais bien avant ça, professeur, nous avons remarqué qu'il y avait des modèles de développement qui prévalaient bien avant dans les sociétés, comme tels que les modèles capitalistes et tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait la différence entre ces modèles de développement et le développement durable qui est aujourd'hui adopté comme un modèle idéal à suivre. Merci tout d'abord pour m'avoir vraiment impliqué dans ce débat. Un débat très, très, très intéressant et qui est aussi d'actualité. Parler de développement durable à l'heure où on est tous en phase sur les réflexions très, très, très profondes portant sur les changements climatiques et tout ce qui touche l'environnement, je pense qu'il est aujourd'hui très judicieux de réfléchir sur le concept de développement durable. Alors, avant de répondre à votre question, je vais d'abord rebondir un peu sur ce que Diatta a dit sur le développement durable. Il a fait le contexte, remonter un peu plus loin par rapport à la fixation temporelle sur la date où le développement durable a été promu, mais je voudrais tout simplement compléter en disant que nous étions dans une période de dérégulation climatique, de péjoration climatique, dirais-je, mais aussi de dérégulation dans la gestion des ressources naturelles. Il fallait maintenant qu'on se mette commence à réfléchir sur cette période de crise. Il y avait une crise. Vous l'avez cité, la crise des années 70, a fait que, évidemment, au niveau du monde, au niveau de toutes les sociétés, toutes les nations, il y avait des difficultés. Et il fallait maintenant réfléchir sur les voies sûres pour pouvoir maintenant résoudre ces problèmes-là. Alors, on a essayé d'adopter un certain nombre de résolutions au niveau des institutions internationales, comme les Nations Unies, vous l'avez rappelé, jusqu'au courant des années 70, où Brundtland et son équipe nous ont eu vraiment l'ingéniosité de nous inventer un concept qui est accepté par tous, le développement durable. Mais le développement durable, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas un concept fourre-tout? Au contour incertain. Ou bien un concept où vous ne savez pas. Parce qu'au tout début, les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Parce que la durabilité pouvait renvoyer à autre chose. On nous a toujours parlé du développement, qui a toujours été là comme un concept, mais aussi un baromètre et un indicateur. Quand on parle de développement, c'est par rapport à un niveau. Vous êtes à un niveau et vous cherchez à atteindre un autre niveau par rapport à des indicateurs que vous fixez. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce qui a amené à la bipolarisation du monde quand on parle de monde. Pays développés et des pays sous-développés.
Si on en est arrivé à cette répartition, à cette partition, c'est parce que tout simplement, il y a eu des indicateurs qui ont été fixés. Donc, le développement, chaque pays cherche le développement. Mais comment trouver le développement? Le développement que nous cherchons, pour le trouver, il faut que cela repose sur un certain nombre de piliers. Et là, nous avons les 3 piliers que vous avez décrits. Le pilier social, qui est indispensable, surtout dans l'évaluation du développement des pays. Un pays ne peut pas se développer s'il n'arrive pas à résoudre ses problèmes de santé, les problèmes d'éducation, c'est-à-dire combien de médecins pour tant d'habitants, combien d'instituteurs pour tant d'élèves, combien de professeurs pour tant d'étudiants. Donc, c'est des indicateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le document de réduction de la pauvreté, on nous stabilise par rapport au niveau du pays. Et à partir de là, maintenant, on essaie de voir par quels moyens on peut avoir des avancées par rapport aux chiffres qui sont donnés à l'instant T. Alors, maintenant, l'autre pilier, c'est l'environnement. Et quel est le rapport entre ce développement qui est recherché et la situation environnementale? Est-ce que ce développement n'entraîne pas des impacts sur l'environnement? Donc, on s'est posé des questions. Parce que dans l'environnement, vous l'avez signifié, il y a la biodiversité. Et l'autre me disait, nous avons 1000 espèces sur une planète. Et chaque espèce a besoin de s'épanouir dans son écosystème. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas les seules espèces à vivre sur Terre. Nous partageons la Terre avec d'autres espèces. C'est ça la notion de biodiversité. Donc, il y a une diversité. Alors, l'autre pilier, c'est le pilier économique. Chaque État a une politique économique. Actuellement, au Sénégal, nous avons le PSE. L'économie, elle est là. Et il faut vraiment la promouvoir. Il faut promouvoir l'économie, il faut promouvoir le social et il faut aussi sauvegarder l'environnement. Comment y arriver? C'est la résultante de ces 3 piliers qui nous mènent vers le développement durable. Voilà. Donc, si je peux contextualiser un peu, voilà la notion, voici les raisons fondamentales qui nous ont poussés aujourd'hui, qui ont poussé toute l'humanité à réfléchir sur cela. Maintenant, quel est l'enjeu? L'enjeu est que nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le changement climatique. Même si cela semblait être une sorte de leurre, ou bien même si le président Trump en doute jusque-là, mais nous savons tous que les effets attendus des changements climatiques, surtout au niveau des pays chauds, restent une vérité. C'est une vérité. On ne peut pas aujourd'hui se passer de cette vérité. Surtout pour vous qui êtes spécialiste de la zone côtière. Vous savez bel et bien qu'il y a l'avancée de la mer. C'est le cas de Bardi, c'est le cas de Rufisque, c'est le cas de Differ, parmi tant d'autres localités que nous pouvons citer. Et ce que nous voyons aussi au-delà de notre continent, aux États-Unis, etc. Donc ça montre que les changements climatiques sont devenus aujourd'hui une réalité. Étant donné qu'on est dans le contexte des changements climatiques, alors nous devons changer de comportement. Nous devons revoir nos politiques. Et surtout, impliquer cette durabilité dans nos politiques de développement. On va y arriver. Mais dites-vous que la durabilité, c'est un concept. C'est un concept qui mise sur la pérennité, sur la longévité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une politique pérenne si toutefois vous ne préservez pas ces 3 piliers. Il faut que les 3 piliers aillent ensemble pour pouvoir être durable, pour que le développement soit durable. Voilà. Et tout à l'heure, aussi bien vos 2 interventions, vous avez soulevé les piliers du développement durable aujourd'hui qui sont l'économie, l'environnement et le social. Et vous avez tout juste souligné que c'est une sorte de système aujourd'hui et que tous les éléments doivent fonctionner en concomitance. Mais aujourd'hui, comment le Sénégal, parce que quand on parle des piliers aussi du développement durable, il faut savoir qu'ils se sont inscrits dans des dimensions, on peut dire, les dimensions de développement durable, ce sont l'économie, l'environnement
et le social. Mais ces dimensions-là, aujourd'hui, pour qu'elles soient durables, on nous dit qu'il faudrait que ces dimensions soient vivables, viables et équitables. Maintenant, j'aimerais savoir comment le Sénégal doit s'y prendre avec la question d'équité économique. Merci. Je pense qu'il a évoqué un mot très important, développement. Alors, c'est quoi le mot développement? Parce qu'il faut comprendre, il y a développement durable. Et avant d'aborder toute question, il faut définir le mot qu'on souhaite aborder. Développement, c'est un terme qui est apparu vers le 19e siècle, qui dit que c'est l'amélioration des conditions de vie, de qualité, de niveau de vie des populations. C'est ça, le développement. Alors, et dans son intervention, il a parlé de déguerpissement. C'est-à-dire, cela veut dire qu'on quitte un milieu pour aller dans un autre milieu. Alors, d'où il est important de vous dire comment les acteurs doivent s'impliquer pour qu'un développement soit durable. Parce que dès qu'on quitte un milieu vers un autre milieu, c'est parce que les conditions là où vous étiez ne sont pas favorables. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi, vers les années 70, toujours, la CCR des années 70, qui a créé le déplacement des populations de Chine, Saloum, du Baol, qui sont venus vers Mbour, vers Dakar, dans le but de chercher des conditions meilleures. Parce que ce sont des populations qui vivent uniquement, la plupart des populations vivaient de l'agriculture. Donc ces populations-là, ils se sont déplacés pour venir chercher les conditions meilleures. Et ces populations-là, c'est qui? C'est une tranche d'âge bien déterminée. C'est les jeunes entre 30 et 35 ans qui ont l'âge de fonder une famille, qui quittent ces localités-là pour aller dans d'autres localités. Maintenant, dans ces localités-là, si aujourd'hui, comme je vous dis, les catastrophes naturelles, comme les changements climatiques, mais également, ces jeunes-là même qui se déplacent, ils ont aussi leur part de responsabilité. C'est-à-dire, je vous ai parlé le volet environnement. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, les gens pillent la ressource avec la déforestation. Ils ne calculent pas la génération future. Alors, une fois qu'ils terminent ces ressources-là, évidemment, il n'y aura rien. Alors donc, comment ces acteurs-là doivent s'impliquer pour qu'un développement soit durable? Il faut le respect de l'environnement, le respect des textes élaborés par le gouvernement, surtout avoir le patriotisme de garder son environnement sain. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a ce problème-là. Ce qui appartient à tout le monde n'est pas beaucoup respecté. Maintenant, ça, c'est un autre problème qui fait que les gens se déplacent. Il y a le problème aussi de la santé. La plupart des villages, ils n'ont pas des hôpitaux qualifiés. Donc, c'est des postes de santé. Et il y a des maladies, si vous avez ces maladies-là, il faut aller vers la ville pour pouvoir vous soigner. Mais également, aux années 80, il n'y avait que 2 universités sur le volet éducation. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc en ce moment-là, imaginez, les villageois de Fongolembi, de Sine Saloum qui quittent pour venir étudier à l'université Cheikh Anta Diop pour la première fois, ils échouent. Est-ce que ça, c'est un développement durable? Alors, le gouvernement a dit qu'il faut maintenant qu'on mette en place une politique d'équité. C'est pourquoi on parle de l'élargissement de la carte universitaire. Avec les nouvelles universités de l'université de Ziguinchor, Assane Seck de Ziguinchor en 2007, l'université de Bambey, Alioune Diop de Bambey en 2007 et l'université de Thiès en 2007. Ensuite, il y a d'autres universités qui sont venues s'ajouter, c'est-à-dire l'université virtuelle, l'université Elas Ibrahima Niass de Sine Saloum et l'université Amadou Mahtar Mbow. Et bientôt peut-être l'université de Touba et l'université du Sénégal oriental. Mais également, ils disent qu'il faut maintenant mettre en place aussi des espaces numériques ouverts pour l'université virtuelle. C'est pourquoi le gouvernement a dit qu'il va mettre en place 50 espaces numériques ouverts dans 45 départements pour permettre à ces populations-là de rester chez eux pour apprendre. Et il n'y a même pas 2 jours, j'ai appris l'ouverture des nouvelles instituts dans ce période professionnel, les ISEP. Et aujourd'hui, vous avez des ISEP à Thiès, à Matam, à Richard-Toll, à Bignona. Et ces ISEP-là prennent en compte les réalités économiques de ces pays-là, de ces régions-là. Donc pour vous dire encore, si ces réalités-là, si nous parvenons à mettre cette politique d'équité, vous allez comprendre que les populations vont rester chez eux et ils vont travailler de telle sorte que le développement sera à coup sûr au rendez-vous. Mais je veux vous rappeler que Dakar a eu une croissance exponentielle. En 1904, Dakar avait 18 000 habitants.
En 1960, Dakar a eu 300 000 habitants. En 1988, Dakar a eu 1 million d'habitants. En 2015, Dakar a eu 3 millions d'habitants. Vous voyez pourquoi? Parce que tout est concentré à Dakar. Les gens viennent tous à Dakar. Alors, vous voyez cette évolution exponentielle. Est-ce que cela a pour conséquence le banditisme, l'augmentation de la prostitution? Et à l'intérieur même de Dakar, vous voyez la naissance des quartiers, c'est-à-dire la ségrégation sociale. On parle d'Almadies. Et les pauvres de l'autre côté. Donc, on peut comprendre par là la déconcentration de l'économie ici, de ne pas tout concentrer à Dakar, mais permettre aux populations de bénéficier de l'économie là où ils sont. Très bien. Donc, pour qu'un développement soit durable, comme je vous l'ai dit, c'est un développement qui prend en compte les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à venir à répondre aux leurs. Ça, c'est une définition que moi-même, je n'ai pas donnée. Mais cette définition, moi, je dis que c'est une définition qui est vraie au sens du mot. Parce qu'il y a d'autres scientifiques qui ont aussi donné une définition au développement durable. Mais si vous comprenez, vous regardez parmi toutes ces définitions, c'est la meilleure définition à mon humble avis. Parce que, en tant qu'étudiant du domaine, j'ai le plein droit de dire cette définition me va ou bien ça ne me va pas. Et là, M. Diatta, lui, il adopte la définition du développement durable comme les capacités à satisfaire les besoins du présent sans compromettre aux générations futures de satisfaire aux leurs. Mais là, lorsque vous raisonnez, j'ai entendu dire les ressources aujourd'hui, la place des ressources qu'elle occupe au niveau pour la réalisation du développement durable. Mais professeur, j'aimerais savoir, est-ce que réellement un développement durable peut être basé sur des ressources limitées? Merci. Je crois que ce que Diatta a dit est très édifiant. Sauf que nous, vous savez, le géographe a toujours tendance à faire dualité, à raisonner en termes de dualité spatiale. Nous avons l'espace rural et l'espace urbain qui présentent des réalités quelquefois très différentes, même s'il s'agit du développement durable. Mais ce qui va maintenant lier ces deux espaces, c'est ce qu'on appelle les relations ville-campagne. N'est-ce pas? Donc, dans mon raisonnement, je vais un peu revenir sur ce qu'il disait par rapport au développement, la recherche de meilleure vie, de meilleur cadre de vie dans les zones urbaines et aussi dans les zones, dans les espaces ruraux. Alors, vous l'avez évoqué, hein, toutes les problématiques auxquelles les villes sont confrontées aujourd'hui, surtout les villes africaines, ou bien les villes en voie de développement, c'est le phénomène de macrocéphalie urbaine. Il y a un problème de disparité régionale. Dakar concentre plus de population que les autres régions. Dakar englobe et concentre toutes les infrastructures, hein, tous les équipements sont à Dakar. L'appareil d'État est concentré à Dakar. On les appelle souvent des villes capitales. Et ce que cela conduit, c'est quoi? C'est la promiscuité. C'est les conflits et c'est la crise. Nous sommes dans un espace très réduit. N'oubliez pas que Dakar est une sorte de presqu'île. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Parce que ces trois côtés donnent directement sur l'océan Atlantique, ou bien sur la mer. Il n'y a que l'autre partie qui permet la jonction entre Dakar et les autres régions. Ce qui fait que nous sommes dans un espace plus ou moins réduit, où on doit raisonner maintenant sur les capacités d'accueil. Est-ce que ce que Dakar a accueilli aujourd'hui en termes de population, sur le plan démographique, en termes d'économie et autres, est-ce que véritablement la région est en mesure de promouvoir son développement durable? Non, il y a un problème. Aujourd'hui, on dit Dakar fait partie des villes les plus polluées du monde. Parce que tout simplement, c'est une petite ville où il y a plusieurs véhicules qui circulent. Ce qui fait que le degré de pollution est très élevé. Il y a aussi, et vous l'avez dit, plusieurs stratégies que l'État a menées pour résoudre ces problèmes.
Nous, en géographie, on parle de l'aménagement du territoire. Quand on parle de l'aménagement du territoire, c'est la recherche de l'équité territoriale. C'est la recherche de l'équilibre. C'est faire en sorte qu'on puisse régler ces problèmes de disparité. Alors, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a une fracture numérique. Mais le Sénégal est au moins très en avance dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, vous voyez, même dans le Fongolémie, j'ai été au Fouta, chez mes parents Peuls. J'étais très surpris de voir que même les vieilles Peuls ont aujourd'hui des portables. Ce qui fait que ça réduit la fracture numérique. Hein? Partout où vous allez, les gens ont accès à Internet. Ça, c'est une bonne réussite. Parce qu'au moins, on est en train de résoudre l'équité territoriale. Si vous prenez la politique de l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République avait dit que je veux régler ces problèmes de disparité entre les communes et les communautés rurales. Je ne veux plus qu'on parle de différence. Et d'ailleurs, on va vers la communalisation intégrale. Ça veut dire toutes les collectivités locales deviennent maintenant des communes. C'est ça la communalisation intégrale. Qui fait qu'il n'y a plus de différence entre l'espace rural et l'espace urbain. Donc on ne parle plus, mais on devrait parler de communes rurales et de communes urbaines. Mais il dit non, la communalisation intégrale. Donc ça aussi, c'est une recherche de l'équité. Là, les relations ville-campagne, je me souviens encore de mes cours de maîtrise avec l'éminent professeur Sherba, vraiment une pensée pieuse à sa mémoire, qui nous a toujours émerveillés dans ses cours quand il parlait de ces relations entre ces deux entités qui sont interdépendantes. La ville ne peut pas se passer de la campagne. La campagne ne peut pas se passer de la ville. D'ailleurs, on dit que c'est la campagne qui nourrit la ville, mais la ville alimente la campagne en produit fini. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, il y a une interdépendance entre ces deux unités. Ce qui fait que, si on doit analyser le niveau du développement durable entre ces deux entités, elles n'ont pas les mêmes réalités socio-économiques. Si on parle des ressources, la préservation des ressources, il faut insister dans les zones rurales ou bien dans ces espaces ruraux. Je suis un pur produit de l'espace rural parce que j'habite à Bandia. Et dans ces dernières semaines, beaucoup de gens m'ont suivi à la télé, ont suivi la marche que j'ai organisée au niveau de Bandia pour protester contre le déclassement d'une partie de la forêt. Déjà, on a une forêt qui est classée en 1933 par l'autorité coloniale et qui aujourd'hui fait l'objet d'un circuitage arbitraire. Nous avons, cette forêt de Bandia, une vingtaine de carrières qui sont implantées. Les populations riveraines n'arrivent plus à bénéficier de cette forêt. Notre vocation, c'est quoi? C'est surtout la préservation des espaces classés, la préservation de l'environnement, mais aussi la préservation des zones qui, aujourd'hui, font l'objet d'exploitation minière. Il y a les ressources qu'on doit préserver aussi. Donc là, si on comprend, ce n'est pas une question de ressources limitées ou non limitées, mais c'est une question de gestion. Oui, c'est une question de gestion. Vous savez, il faut toujours aller vers un diagnostic. Malheureusement, ce qui nous manque au Sénégal, c'est que depuis Meunier, ça je le dis souvent dans mon cours introductif sur la géographie du Sénégal, la partie géologique, dit que les études géologiques ont été faites depuis l'époque coloniale. Et la France détient aujourd'hui toutes les capacités minières du Sénégal. Mais nous, depuis qu'on est entré dans une phase d'indépendance, nous n'avons pas cherché à cartographier nos ressources. Et pourtant, Cheikh Anta Diop, il le disait dans son livre intitulé « Les fondements d'un État fédéral d'Afrique ». Il disait que j'ai tort de lister l'ensemble des biens de l'Afrique, toutes les ressources, parce que je sais que à partir de cet ouvrage, tous les pays occidentaux vont s'approprier l'ouvrage pour venir piller les ressources d'Afrique. Mais après, il a dit, mais je n'aurais pas tort de publier cet ouvrage parce que je ne sais pas, à part moi, ma personne, quel est cet Africain qui aurait la capacité de produire un document qui va dévoiler toutes les ressources de l'Afrique. Nous avons nos ressources, mais nous ne les avons pas évaluées. Nous avons nos ressources, mais l'exploitation n'est pas faite de manière judicieuse. Quand on parle de la génération future, c'est parce qu'on veut
aller vers une exploitation judicieuse. Il y avait Mont-Roland, avant Kirène. Mont-Roland, vous savez, là où se trouvent les serrés Mont-Roland, les Mont-Rolandais. L'autre côté, vers le lac Tanema. Mais là-bas, on avait découvert une nappe vraiment avec l'eau de roche. On l'a exploitée. Jusqu'à ce que maintenant, on ne trouve plus d'eau. Lorsque on a atteint la nappe Attari, alors on l'a laissée. Maintenant, on est dans la zone aquifère de Dias, avec le maïs truchien. 3000 milliards de mètres cubes d'eau, eau de roche, dans ce maïs truchien. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est un affaissement, un rabattement de la nappe qui impacte sur l'espèce végétale. Je le dis souvent et dans mes émissions. Je l'avais dit dans une télé de la place que dans les prochaines années, nous allons vers la déforestation naturelle de nos forêts. Ce n'est pas souvent des actions anthropiques, mais il y a aussi des actions naturelles qui peuvent engendrer ces dégradations du biotope. Et c'est ça, nous allons vers ça. Parce qu'à force d'exploiter la nappe, mais on risque de mettre en danger certaines espèces végétales qui n'ont pas des racines qui peuvent puiser directement sur les nappes profondes. Ainsi, une bonne gestion va nous permettre de promouvoir un développement durable au niveau national, mais aussi au niveau local. Monsieur Diatta, tantôt au niveau de son intervention, monsieur le professeur, il a soulevé la question de l'acte 3 de la décentralisation, surtout avec les collectivités locales, la communalisation nationale. Et la question est de savoir, est-ce que ces collectivités locales-là sont suffisamment dotées de pouvoir et de puissance pour promouvoir le développement durable au niveau de leur terroir? Merci. Moi, je vais quand même aller un peu rapide. Oui, parce que le temps nous est vraiment compté. Et que, voilà. Mais n'empêche que ce qui est important, il faut toujours dire. Moi, d'abord, avant de répondre à votre question, je vais d'abord vous parler un peu d'une question qui me préoccupe, c'est-à-dire le littoral du Sénégal. Si lui, il a abordé la question de gestion intégrée et aussi il a abordé certains problèmes, ce qui nous empêche de se développer pour qu'il y ait un développement durable. Aujourd'hui, on voit l'occupation anarchique du littoral. Alors, on a mis en place une loi, ce qu'on appelle la loi littorale, mais cette loi n'est jamais votée à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand vous me parlez de collectivités locales, je pense que vous avez un peu entendu parler du contenu local content, qui est mis en place dans le cadre des ressources que nous venons de découvrir, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. C'est local content, c'est une loi qui permet d'intégrer toutes les couches de la nation à pouvoir participer, à pouvoir intégrer les métiers qui sont autour de cette ressource. Même si aujourd'hui on met tous les moyens nécessaires dans les collectivités locales et qu'il n'y ait pas une bonne gestion et une bonne politique avec une bonne vision, nous ne pouvons pas se développer, c'est impossible. Et surtout, une politique sans gestion intégrée, on ne peut pas se développer. Parce que la gestion intégrée, c'est quoi? C'est d'inviter toutes les parties à participer à votre vision, à votre politique. Si aujourd'hui on met en place, par exemple, je prends l'exemple de Gadiaga, là où on a installé, là où il y a l'extraction du gaz onshore. Mais une fois arrivé là, moi j'étais séduit par leur politique. Ils intègrent toute la population de la zone, en les occultant même dans la gestion de leur machine, tout et tout. Et ça a créé une bonne tranquillité et aujourd'hui, cette société est en train d'exploiter le gaz tranquillement. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, même si les collectivités locales ont toutes les ressources nécessaires, mais il faut passer par une politique intégrée pour que nous puissions avoir un développement à long terme. Parce que s'il n'y a pas de politique intégrée, je sais que demain, d'autres qui ne sont pas invités peuvent se révéler et ça peut créer toujours des problèmes. Et c'est donc que vous pensez que tous les acteurs ne sont pas bien intégrés dans le processus? Il y a toujours problème. Il y a pas. Vous partez aujourd'hui dans les localités, vous voyez les jeunes qui se rebellent chaque fois pour dire que moi, il y a ça. Si vous prenez d'abord dans ma localité, il y a des mots où les jeunes disent « Monsieur le maire ne nous a pas impliqués dans la gestion, dans telle chose. Donc nous ne voulons pas participer ».
telle activité. Et ça va impacter même la politique que vous venez de dire pour qu'un développement soit durable. Donc, pour qu'un développement soit durable, quels que soient les moyens qu'on met en place, il faut mettre en place une politique intégrée d'associer toutes les populations, toutes les couches de la nation afin que nous puissions avoir un développement durable. Donc, encore pour finir, un développement, pour que notre pays soit libéré, pour que notre Afrique soit libérée, il faut impérativement mettre au premier rang l'éducation et la formation. L'éducation et la formation. Car Cheikh Anta Diop, je me rappelle, avant même de dire Cheikh Anta Diop, Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké a dit, il a donné conseil à la jeunesse. Et je vais terminer par ce conseil. Il dit, ô enfants, ne vous laissez pas vous distraire. Cherchez la guidance. Préoccupez-vous d'apprendre les sciences. Mémorisez le Coran et récitez-le. Il dit, celui qui n'a pas appris pendant sa jeunesse ne bénéficie pas de ce privilège qu'il a négligé quand il était à sa portée. Ne délaissez pas l'enseignement jusqu'à un âge avancé, sinon vous serez frustrés. La mort ne s'annonce pas, elle peut frapper à tout moment. C'est Anta Diop a surtout dit, armez-vous en sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Donc pour que nous puissions être autonomes, armons-nous jusqu'aux dents, essayons d'avoir toute la connaissance scientifique afin de se débarrasser de ces dictatures cassées des Occidentaux. Je vous remercie. Ainsi, il a plaidé la cause de la jeunesse sénégalaise, mais je vais passer par là également pour poser une toute dernière question à tous les deux, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous définissiez le développement durable, vous avez dit que c'est la capacité à satisfaire les besoins présents sans compromettre aux générations futures à satisfaire aux leurs. Maintenant, aujourd'hui, donc, moi, je pense qu'avant qu'on parle de développement durable, avant que le développement soit réellement durable, il faut savoir déterminer les attentes de cette jeunesse sénégalaise et de la génération future. Maintenant, selon vous, chers invités, quelles seront les attentes de la jeunesse sénégalaise? Moi, je pense que je l'ai tantôt dit, dans les 3 piliers du développement durable. J'ai dit qu'il y a un pilier extrêmement important, c'est-à-dire l'emploi. L'emploi des jeunes. Et monsieur le professeur, quelles seront les attentes de cette génération future? Avant de répondre à cette question, de revenir un peu sur une problématique très intéressante qu'il a abordée, c'est la situation du littoral. Vous savez, déjà, commençons par ce qui se passe ici, non loin de chez nous. Et dans les textes de loi, on dit que le domaine public doit être occupé à titre précaire et révocable avec du matériel léger. Donc personne n'a le droit de construire sur le domaine public. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Nos politiques ont autorisé aujourd'hui les hôteliers à venir s'implanter sur le littoral. Ça, c'est une dégradation du littoral. Avec l'avancée de la mer, vous voyez, les populations n'ont plus accès au littoral, alors que le littoral devait être réservé aux populations. Hein? C'est tout le DPM, le domaine public maritime. Alors, maintenant, en ce qui concerne le rôle des collectivités locales, c'est important. Vous savez, le rôle d'une collectivité locale, c'est de promouvoir le développement à la base. Le développement local, un développement harmonieux, endogène et durable. Et pour ce, on revient un peu sur ce qu'on appelle les compétences. Il y a des compétences, 9 compétences sont transférées aux collectivités locales. Là où on parle du social, de l'environnement et de l'économie, je dis que tous ces piliers-là sont pris en compte par les compétences qui sont transférées. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les domaines, il y a surtout la planification, l'aménagement, l'environnement, l'urbanisme, etc. Il y a 9 compétences qui sont transférées aux collectivités locales. Et pour maintenant gérer la durabilité, il faut nécessairement régler le problème de la planification de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Si les collectivités locales arrivent à gérer cette situation, elles peuvent, ces collectivités territoriales, promouvoir un développement. L'autre aspect est que dans le domaine de la planification, elles ont la possibilité de produire ou d'élaborer un plan de développement municipal, ou bien un plan de développement communal, ou bien un plan régional de développement régional intégré, etc. Donc il faut planifier le développement. Et quand on planifie, c'est là où on voit
identifier les besoins prioritaires, surtout dans le domaine du développement durable. L'autre aspect, c'est dans la politique, de prévoir quand même les moyens qui permettront à la collectivité locale de pouvoir gérer, développer cette politique. Alors, les moyens sont importants, le budget, mais malheureusement, on constate que les budgets des collectivités locales sont relativement faibles, ce qui fait qu'elles n'ont pas, malheureusement, les moyens de leur politique, et que l'État, dans l'attribution des fonds de concours, doit véritablement accélérer, augmenter ce qui. Alors, je rappelle aussi que les populations doivent être intégrées dans la gestion communale à travers ce qu'on appelle des cadres de concertation. Ce cadre de concertation est une structure faîtière qui regroupe l'ensemble des acteurs. Mais sauf que le maire doit arriver à les identifier. Tout ce qui est amical, association, collectif et autres doit être identifié, repéré et inscrit dans cette structure faîtière qui se trouve être le cadre de concertation, qui va chercher des traits d'union entre la collectivité locale et le cadre. Ce qui permettra justement de fluidifier les rapports entre la mairie et les populations. L'autre aspect, c'est la gouvernance. Il faut arriver à une meilleure gouvernance des ressources. Les ressources nécessitent l'implication de tous les acteurs. Quand on parle de gouvernance dans sa définition, c'est l'implication de tous les acteurs. Il faut que les acteurs, je pense que c'est mon cours de L3. Alors maintenant, faire en sorte aussi que notre pays s'inscrive dans une dynamique. Et professeur, la dernière question, les attentes, on est contraint le temps aujourd'hui. Que pensez-vous que sont les attentes de la génération future sénégalaise? Bon, moi je dis, il y a le principe pollueur-payeur que les collectivités locales doivent appliquer, et même l'État, pour régler le problème des dérives. Mais il y a ce qu'on appelle l'économie verte. J'avais accompagné un groupe d'étudiants de la faculté de droit et de sciences éco, dans le cadre de projets dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Pourquoi maintenant ne pas instaurer d'abord l'enseignement à la base, donc l'environnement, la gestion des ressources au niveau préscolaire et au niveau élémentaire, ce qui permettrait justement au curriculum des enseignements de l'intégrer dans ces programmes. Si on arrive à sensibiliser les jeunes à la base pour qu'ils comprennent l'importance de l'environnement, l'importance des ressources et aussi comment gérer cette jeunesse-là va grandir et va intégrer la gestion des ressources dans leur politique. Maintenant, là où il y a des déclics, ou bien là où on peut s'inscrire dans cette perspective, c'est que l'État arrive à accompagner les jeunes qui sont porteurs de projets dans le domaine du développement durable. Il faut qu'il y ait des projets. Ils peuvent travailler sous forme de groupements, de GIE, de collectifs, mais toujours est-il que je crois que la jeunesse doit être consciente de l'importance du développement durable et que des financements puissent accompagner les jeunes dans le domaine du développement durable. Et nous voilà à la fin de cette émission. Nous remercions nos invités de leur disponibilité. Vous aussi, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi l'émission et je vous donne rendez-vous très prochainement sur votre prochain numéro, Le Grand Plateau. D'ici là, prêtez une oreille attentive à la connaissance et penchez vos cœurs à la sagesse avec Télé École. Merci.